Dans le second épisode de ma série dédiée aux débutants dans laquelle nous allons recréer ce jeu-là, nous allons nous attarder sur comment utiliser les Geometry Brush ou BSP Brush pour générer des objets géométriques que nous allons utiliser pour construire le level de notre jeu. Salut les game devs et bienvenue sur Unreal Banana, la formation dédiée aux débutants qui vous donne la banane puisque vous n'avez qu'à la payer avec votre like et votre commentaire. Alors avant de commencer, n'oubliez surtout pas de payer cette vidéo en cliquant sur le petit pouce bleu ci-dessous, en laissant un commentaire sympa du genre j'ai la banane et en partageant cette série autour de vous. Allez, c'est parti. Alors, à la fin de l'épisode précédent, nous avons créé un level de base que nous avons stocké dans le dossier Content, Top-Down Shooter, Levels, et ça s'appelle Main Map. Donc, je vais l'ouvrir, et si vous n'avez pas créé ce level, vous allez venir dans File, New Level, et vous allez choisir Time of Day. Ensuite, vous allez sauvegarder ce level dans le même dossier que moi, donc Top-Down Shooter, Levels, et on va pouvoir commencer la présentation de l'interface. Donc ici, en gros, on a ce qu'on appelle le viewport. C'est comme une sorte de fenêtre qui vous permet de voir ce qui se passe exactement dans le monde de votre jeu. Donc ici, dans le monde de notre jeu, on a des nuages, un ciel, on a quelques objets au beau milieu du monde. Et donc dans le jargon Unreal Engine, cette partie-là, donc le monde, on appelle ça en fait la scène. C'est la scène du jeu, et dans la scène du jeu, nous allons placer des acteurs. Donc chaque objet qui peut être placé dans la scène s'appelle un acteur. Donc là, ici, si je sélectionne cet objet-là, on peut voir ici que ça correspond au floor, et ça s'appelle le Static Mesh Actor. Donc cette partie-là s'appelle le World Outliner, et ça référence l'ensemble des objets qui sont présents dans la scène. Donc si on a parmi vous qui utilise Unreal Engine pour la première fois, je vous invite à faire une petite manip assez rapidement. Donc vous allez venir dans Edit, ensuite Editor Preferences, et dans la fenêtre qui va s'ouvrir, vous allez taper Viewport Navigation. Donc là, en fait, vous allez choisir la partie Forward, vous allez cliquer là et vous allez appuyer sur la touche Z, et Left, vous allez cliquer là et vous allez appuyer sur la touche Q. Et donc là, ce qu'on vient de faire en gros, c'est qu'on a fait en sorte de pouvoir naviguer dans le viewport avec un clavier AZERTY et donc les touches ZQSD, parce que par défaut, Unreal Engine est configuré pour des claviers anglophones. Donc là, maintenant que ça c'est fait, on va revenir dans le viewport, vous pouvez fermer cette fenêtre-là, et donc ici, je vais vous montrer ma manière de naviguer dans le viewport. Donc, si vous cliquez sur un objet ou n'importe où dans la scène, vous pouvez utiliser la molette de votre souris pour dézoomer et pour vous zoomer. Ensuite, vous pouvez utiliser le bouton droit de la souris. Donc là, si je maintiens le bouton droit enfoncé, vous allez voir que je peux bouger la tête en bougeant la souris. Donc je peux bouger la caméra pour regarder autour de moi. Et ici, lorsque je vais appuyer sur la touche ZQSD, on va pouvoir se déplacer comme dans un jeu directement. Et on peut aussi utiliser la touche E pour monter et A pour descendre. Donc vous pouvez voir que c'est assez facile de naviguer sur Unreal Engine. Et ici, si vous voulez aller plus lentement, vous pouvez venir sur la petite caméra qu'on a là, vous appuyez sur la touche 2 et vous allez pouvoir aller tout doucement. Ça va vous permettre de faire des micro-changements dans votre scène. Donc un autre point important, c'est que là, admettons que je sélectionne cet objet-là et je suis complètement perdu dans la scène, donc je suis loin, je ne sais pas trop, j'aimerais bien me recentrer sur l'objet, je vais le sélectionner soit dans le World Outliner ici, ou soit dans la scène, et je vais appuyer sur la touche F. Et donc la vue va être complètement centrée autour de l'objet. Un dernier point avant de continuer. Donc là, si j'appuie sur la touche F11, vous allez voir que le viewport se met en mode plein écran, ce qui me permet de faciliter un petit peu l'édition de mon level. Donc si vous faites du level design, vous pouvez avoir une vue en plein écran pour placer vos objets de manière plus précise. Donc là, je reviens en mode normal. Et ici, en fait, je vais vous expliquer que le World Outliner, c'est la partie qui répertorie l'ensemble des acteurs de notre scène. Donc si je sélectionne cet objet-là, par exemple, on peut voir que ça correspond au texte qu'il y a ici, et ainsi de suite. Donc, l'avantage du World Outliner, c'est qu'on peut réorganiser les objets afin de se retrouver plus facilement. Parce que là, vous imaginez bien que on n'a que quelques objets, c'est facile de se retrouver, mais imaginez qu'on a un open world ou des choses comme ça, ça va être difficile de se retrouver pour sélectionner le petit bananier qu'il y a au fond, là-bas, à droite et tout. Donc là, on va réorganiser tout ça. Donc, je vais sélectionner, je vais d'abord supprimer les objets qui vont pas nous servir pour ce jeu-là. Donc, je vais sélectionner le Text Render Actor 2, Text Render Actor. Ensuite, je vais sélectionner aussi le Player Start et le Floor et je vais supprimer tout ça. Je vais appuyer sur le bouton Supprimer. Voilà. Et ensuite, je vais sélectionner le Directional Light, le Sky Atmosphere, Sky Dome Mesh, Skylight et Volumetric Cloud. Donc là, en fait, l'avantage du World Outliner, c'est qu'on peut réorganiser tout ça. Donc là, je vais cliquer sur le petit dossier ici en ayant sélectionné tous ces objets-là. Et vous allez voir que ça va me créer un dossier. Donc ce dossier-là, il va contenir que des objets qui sont en lien en fait avec la lumière. Donc je vais appeler ce dossier-là Lights, pour lumière en anglais. Donc vous pouvez réduire ça et vous savez qu'ici vous avez tout ce qui correspond aux lights. Donc si j'appuie sur le petit œil, on peut cacher tout ce qui se trouve dans ce dossier, donc éteindre en gros toutes les lumières du monde. Et là vous pouvez voir qu'on se retrouve dans une scène qui est totalement noire. Donc là je réactive ça et enfin on va garder ce petit objet là.
Lui, je ne l'ai pas supprimé parce que j'aime beaucoup son look et tout. On va l'ajouter au milieu de notre level pour donner un petit peu de volume. Donc je vais juste le cacher pour le moment en cliquant sur le petit œil et on va le réutiliser plus tard. Donc là, maintenant que nous avons notre scène qui est à peu près vide, nous allons pouvoir la peupler avec des objets géométriques qui vont permettre de simuler la zone de jeu dans laquelle le joueur va se battre contre ses ennemis. Donc ici, à gauche, vous avez la partie Place Actors. Des fois, peut-être que vous l'avez fermé sans faire exprès, et donc vous allez pouvoir venir ici dans Window, Place Actors, et ça va apparaître ici. Donc là, si c'est pas le cas, ça va apparaître comme ça, par exemple, et vous pouvez placer ça ici ou à un endroit où ça vous plaît. Donc là, maintenant qu'on a cette partie-là, Place Actors, vous allez venir dans la partie géométrie. Et là, vous allez voir qu'on peut placer des formes de base. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la box, donc une boîte de base, c'est une forme géométrique, ici. Et là, vous pouvez soit la déplacer au milieu de la scène, soit, dans mon cas ici, je veux qu'elle soit exactement au centre de la scène. Et je vais venir là dans Location. Donc vous avez Location pour la position du cube dans le monde. Donc ici, on a 430 en X, donc c'est 430 par rapport au centre du monde. Si je ramène ça à 0, il va retourner en 0 en X. Ensuite, Y, c'est les déplacements dans ce sens-là. Donc là, il est à environ moins 140 par rapport au centre Y. Donc je vais mettre ça à 0. Et le Z, pareil, il est à moins 30 en Z ici. Donc là, je vais mettre ça à 0. Ici, la rotation permet de faire pivoter un objet. Donc là, je peux ajouter par exemple 45 degrés en Z ou 45 degrés en Y et tout. Vous allez voir que l'objet va pivoter. Donc vous pouvez soit le faire pivoter comme ça, ou soit en venant ici sur les trois outils que nous avons. Donc là, c'est l'outil de déplacement, donc de translation, qui permet de déplacer des objets. Ensuite, ici, vous avez l'outil de rotation qui permet de faire, on dit souvent rotationner, mais ça n'existe pas en français, donc faire pivoter en fait l'objet. Et enfin, on a la partie scale qui permet de redimensionner l'objet. Voilà. Donc là, ici, ce petit truc-là permet de définir si on déplace l'objet en fonction de son repère local ou en fonction de son repère du repère world. Vous allez voir plus tard que ça va être pratique. Donc ici, je vais tout remettre à 0. Donc sa position, je l'emmène en 0. Sa rotation, je la mets à 0. Hop. Et ici, le scale, je vais mettre ça à 1. Donc si jamais vous modifiez cette valeur ici, donc mettez 1.5 par exemple, et ça met 1.5 partout, c'est tout simplement parce que le cadenas est activé. En fait, ce cadenas, à quoi est-ce qu'il sert? Il sert à garder la proportionnalité. Donc si je l'active par exemple ici, et je fais un 2 par exemple, vous allez voir que le cube va doubler de taille. Par contre, si je ramène ça à 1, et que je mets par exemple le cadenas comme ça là, et j'active 2 pour Y, je mets 2 pour Y, vous voyez qu'il n'y a que l'axe Y qui est redimensionné. Donc le cube est que redimensionné sur l'axe Y. Donc je remets ça à 1. Donc là, le cube est complètement au centre de la scène. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir le redimensionner. Donc je vous ai montré plus tôt qu'on pouvait le redimensionner ici. Mais moi, je vais vous montrer une autre méthode. Donc je vais mettre à gauche pour faciliter la lisibilité. Donc là, si je sélectionne le cube, vous allez voir tout en bas que nous avons Brush Settings. On a Additive, Box, donc là c'est une boîte. Et ici on a les dimensions en X, donc 200, 200 et 200 pour X, Y et Z. Sur Unreal Engine, les dimensions que vous voyez là, donc les unités, les Unreal Units, on appelle ça, représentent en fait des centimètres. Donc ici, on a 200 centimètres en X, c'est-à-dire qu'en vrai, en fait, l'objet il fait 400 cm. Donc le cube fait 4 mètres par 4 mètres. Pourquoi? Parce que ces dimensions-là représentent en fait la demi-longueur ou la demi-hauteur ou la demi-profondeur. Donc là, je vais redimensionner ça. Je vais mettre ça à 3000, le X, comme ça au moins on va avoir une largeur suffisante pour pouvoir se déplacer dans le monde. Ensuite, Y, je vais mettre ça à 3000 aussi. Hop. Et le Z, je vais mettre ça à 50. Donc ici, on a bien 50 cm de hauteur et par 3000 cm sur 3000 cm. Donc ici, on a placé le centre de notre zone de jeu. Donc maintenant, nous allons créer des murs qui vont nous permettre de délimiter la zone de jeu. Donc là, je vais cliquer sur l'outil déplacement et je vais vous montrer une astuce pour, en gros, dupliquer cette partie-là. Donc je sélectionne le sol, je vais maintenir la touche Alt. Ensuite, je vais venir prendre la flèche bleue ici et je vais déplacer ça vers le haut. Donc je vais lâcher les deux boutons et vous allez voir que du coup on a dupliqué le sol. Donc nous on va redimensionner ça de manière à pouvoir faire un mur. Donc ici en sélectionnant le mur qui est la copie du sol, je vais venir ici. Dans Box ici je vais mettre ça X, je vais mettre à 50. Y je vais laisser à 3000. Et le Z je vais mettre ça à 300. Voilà. Donc là si je zoome dessus on peut voir qu'on a donc un mur. Nouvelle astuce pour déplacer des objets dans la scène. Donc je vais monter ça en haut. Et si j'appuie sur fin,
vous allez voir que le mur va être placé sur la surface qui se trouve juste en dessous. Donc ça marche seulement pour les objets qui ont en bas, du coup une surface en bas. Donc si je déplace et je veux poser exactement ça au sol, inutile de déplacer comme ça et d'essayer de caler ça au sol, vous pouvez appuyer sur la touche fin et ça va placer le mur en bas. Donc là on va déplacer ce mur ici vers la droite pour qu'il rentre sur le côté. Donc là, je déplace ça. Vous pouvez voir que par exemple, si je devais l'emmener de l'autre côté, il va falloir qu'ensuite je déplace la caméra et que je l'emmène de l'autre côté, et ainsi de suite. Et là, en fait, je vais vous montrer encore une autre astuce. Vous allez maintenir la touche Shift, donc Maj, et vous allez déplacer votre mur, et vous allez voir que la caméra va se déplacer avec le mur. Donc là, je vais caler le mur ici de manière bien précise, et donc là, vous pouvez voir que j'ai du mal à le caler. Donc je vais le lâcher. Je vais aller en mode ici perspective, donc on a la vue perspective qui représente cette vue-là, mais on peut aussi se placer tout en haut de la scène pour voir de manière plus précise, tout en bas, à droite ou à gauche. Et donc pour ce faire, vous allez venir ici dans perspective, et moi dans mon cas, je vais venir dans top, c'est la vue du haut. Hop, et donc là vous avez une vue un petit peu comme ça, c'est une vue qu'on appelle wireframe, donc ça permet de voir seulement les délimitations des objets. Donc là nous avons le sol, j'espère que YouTube va bien vous montrer tout ça, donc là j'ai augmenté le viewport. Donc là, on a le sol. Ici, on a le mur. Si vous voulez voir de manière plus précise, avec vraiment les couleurs, vous pouvez venir ici dans Brush Wireframe et vous choisissez Unlit, par exemple, pour voir les matériaux. Donc là, je déplace, on peut voir le mur de haut. Et moi, dans mon cas, je préfère rester en Wireframe parce que ça me permet d'être plus précis. Et en fait, donc là, je vais zoomer un petit peu. Normalement, vous allez voir ici la zone de délimitation du sol et ici le mur. Et quand je vais déplacer le mur, vous allez voir que j'aurai du mal à l'aligner exactement sur le sol. Ça, c'est dû en fait à ce qu'on appelle le snapping. En gros, on peut définir une précision dans les déplacements. Et comment est-ce qu'on fait ça? Ici, on a la petite grille. On peut venir ici sur le 10, et vous allez choisir par exemple 5, et vous allez voir qu'on peut déplacer de manière plus fine. En gros, ce truc-là, c'est le nombre d'unités duquel on déplace à chaque fois. Donc si je mets par exemple 100, vous allez voir que lorsque je vais déplacer, mon mur va se déplacer par pas de 100. Donc là, dans mon cas, je veux vraiment caler de manière précise. Je vais mettre ça à 5. Vous pouvez aller encore plus précis en désactivant carrément la grille ici. Et ça vous permet de vous déplacer vraiment de manière beaucoup plus précise pour mettre ça bien aligné sur la surface du sol. Donc là, j'aime pas trop cette méthode parce que c'est pas super précis dans notre cas. Mais c'est pas grave, pour le coup, ça va, ça fonctionne bien. Ensuite, ici, je vais réactiver la grille. Donc je dézoome. Je maintiens la touche Alt. Je vais sélectionner la flèche rouge ici. Et je vais venir dupliquer ce mur pour le mettre de l'autre côté. Donc là, je le mets de l'autre côté. Donc là, ici, j'ai un deuxième mur. Hop, je le place bien aligné au sol. Et si je reviens dans la vue perspective, on peut voir qu'on a donc bien nos deux murs qui ont été placés correctement. Donc là, maintenant que ça c'est fait, je vais faire encore une autre copie du mur. Donc vous pouvez le sélectionner et appuyer sur la touche CTRL-W et ça va vous dupliquer le mur automatiquement. Donc c'est l'équivalent de faire CTRL-C, CTRL-V hein, sur Unreal, CTRL-W, ça veut dire dupliquer. Donc là, je reviens en mode F11 pour revenir en mode viewport, la vue normale. Ici, je vais mettre X0 et Y0 pour être sûr de bien le centrer sur les axes X et Y. Ensuite, là, dans les dimensions, je vais changer, je vais mettre 3000 pour X cette fois-ci et 50 pour Y. Donc là, ça va me faire un mur pour les autres côtés de la scène. Donc ici, je vais venir me placer comme ça, par exemple, et je vais maintenir la touche Shift, donc Maj, et je vais déplacer le mur jusqu'à l'aligner correctement avec le sol. Hop, voilà. Donc là, ça a l'air d'être bon. Ensuite, je vais venir me placer, hop, de l'autre côté. Pareil, je vais maintenir la touche Alt pour le dupliquer. Hop. Ensuite, je maintiens la touche Shift pour déplacer le mur avec la caméra. Donc je vais l'emmener de l'autre côté. Bien sûr, vous pouvez utiliser seulement les coordonnées, hein, ça irait, je pense, beaucoup plus vite. Mais dans mon cas, je vais vraiment vous montrer un petit peu comment créer des formes géométriques de base sur Unreal en utilisant les outils de déplacement et tout, les choses comme ça. Et donc là, maintenant que nous avons fini de créer la zone de jeu dans laquelle le joueur va se battre contre ses ennemis, nous allons créer la zone de départ du joueur. C'est une zone safe dans laquelle le joueur pourra expérimenter avec ses armes et tout, pourquoi pas changer son inventaire et tout. Et c'est une zone dans laquelle les ennemis ne pourront pas venir, tout simplement parce que ce sera une zone qu'on dit safe. Alors, sur Unreal, il faut savoir que nous avons une convention à respecter, c'est-à-dire que l'axe X en général représente l'avant. Le fait de pointer vers l'avant. Donc,
pour un objet, vous allez voir que son axe X permet de faire en sorte qu'il regarde vers l'avant et tout, etc. Donc par convention, donc ici on a l'axe X dans ce qu'on appelle le gizmo, donc X, Y et Z. Z pointe vers le haut, X pointe vers l'avant et Y pointe vers la droite en général. Donc là, si je me mettais sur une vue en mode side-scroller, donc un jeu qui défile de gauche vers la droite, on placerait en fait le monde comme ça. Genre X va pointer vers l'avant, donc dans notre cas ce serait la droite, Z vers le haut et Y vers le joueur. Donc dans notre cas, c'est un jeu qui va se placer en vue top-down, donc en vue du dessus, ici comme ça, on va jouer comme ça, et en fait du coup pour nous on va dire que X dans notre cas c'est le fait d'aller vers le haut. Peut-être que plus tard on va vouloir étendre les fonctionnalités du jeu et développer ce level-là dans la profondeur pour pouvoir se déplacer et tout, donc on va prendre cette convention-là, on va dire que X pointe vers le haut, et du coup on va placer la zone de départ du joueur en -X, donc ici. Donc là, cette partie-là, je vais vous montrer des notions un peu plus avancées en utilisant les Geometry Brush, donc les box ici que nous avons. Et donc là, ce que je vais faire, je vais sélectionner ce mur-là, donc le mur qui est en -X, ici, donc la vue elle est comme ça. Je vais appuyer sur CTRL-W, donc ça va me le dupliquer. Et ici, en fait, le souci, c'est que lorsque vous dupliquez, il va vous le décaler un petit peu. Ça ne se voit pas forcément sur YouTube, mais je le ramène ici à la bonne position. Il faut qu'il soit vraiment superposé sur l'autre mur. Et vous allez voir un truc, donc là, je vais le redimensionner. Je vais mettre son axe Y à 1250 exactement. Voilà. Donc il va être placé comme ça. Et ensuite, ici, je vais revenir à gauche. Hop. Donc j'ai mis son axe Y à 1250. Et là, en fait, vous avez le brush type. Donc c'est additive et on va mettre ça à subtractive. Tac. Donc là, vous allez voir qu'en fait, ça nous a ouvert un passage. En fait, le subtractive, c'est quoi? Donc là, je vais resélectionner le box exactement, donc le box brush 6. Le subtractive, en fait, ça permet de retirer de la géométrie. Donc si vous mettez une sphère dans un cube, bah, ça va vous retirer la forme de la sphère. Ça va en gros gratter l'intérieur du cube pour mettre la forme de la sphère. Donc ici, on a donc subtractive qui permet de supprimer de la géométrie et additive, comme on l'a montré tout à l'heure, qui permet d'ajouter de la géométrie. Donc ici, on a ouvert un passage. Hop. Ensuite, ce que je vais faire ici, je vais prendre le sol, je vais appuyer sur la touche Alt et déplacer tout ça vers le bas pour le placer ici. Ensuite, la largeur du sol, je vais mettre ça à 1250, tac, donc le Y. Ensuite, le X, je vais diminuer un petit peu parce que c'est beaucoup trop grand pour une zone de départ. Je vais mettre ça à 750. Voilà. Hop. Peut-être que c'est un petit peu petit pour le coup. Hop. Je vais redimensionner plutôt 750. Je vais mettre ça à, on va dire, 1050. Ouais, ça devrait pouvoir le faire. Donc je vais laisser ça comme ça. Je vais me mettre en vue top pour regarder de haut et être sûr que je suis en train de placer correctement de manière alignée avec ma zone de jeu. Voilà. Je reviens en mode perspective. Et donc là, on a notre zone de départ. Donc je vais venir ici dans Modes et je vais sélectionner Brush Editing. Et là, je vais vous montrer des commandes avancées. Donc Brush Editing, voilà. Ici, on a un certain nombre d'outils qui vont nous permettre d'éditer la surface de notre objet, ou même l'objet en lui-même. Donc ici, je vais déplacer ça à côté du Place Actors pour avoir plus de lisibilité. Donc là, on a plusieurs outils, et dans notre cas, on va utiliser l'outil Extrude. Alors l'outil Extrude, il faut sélectionner une face. Donc je vais sélectionner cette face-là. Vous allez voir que du coup, la face, elle devient jaune. On peut aussi sélectionner un point ou même une arête et faire des opérations sur ces différents objets. Donc là, dans mon cas, je vais prendre une face. Je vais sélectionner Extrude. Et en fait, lorsque je vais sélectionner ça, on va me mettre un petit message pour dire, ben voilà, il ne fonctionne qu'en coordonnées locales. Les coordonnées locales, c'est quoi? C'est en gros, je vais fermer ça. C'est ça, c'est ce fameux objet dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet, en fait, le bouton qui permet de définir si on est en coordonnées locales ou world. Alors, local, c'est en fait l'axe X pointe en fonction de la face. Donc c'est l'axe X local. Donc dans mon cas, X pointe vers la gauche. C'est comme je vous disais tout à l'heure, l'axe X pointe permet de regarder vers l'avant. Donc là, la face, étant donné qu'elle regarde vers la gauche, bah, son axe X pointe dans la même direction. Si je clique ici, vous allez voir que l'axe X pointe comme ça et en fait cette partie-là est alignée en fonction du world, donc de la scène en gros. Donc là, je remets en mode local et donc on revient sur notre outil Extrude. Ici, Extrude, on va mettre ça à 50. Et le segment, on va laisser ça à 1. Vous allez voir que lorsque je vais appliquer, je vais cliquer sur Apply.
on a donc un nouveau volume qui a été généré à partir de la face. Et donc extrude, c'est exactement ça. Ça va nous prendre une face. Ensuite, lorsqu'on va faire un extrude, on va tirer cette face-là vers le haut, on va la dupliquer, on va la tirer vers le haut et on va fermer pour créer un volume. Donc là, on va faire de même pour tous les objets. Donc le segment, c'est le nombre de volumes qu'on veut créer de longueur 50. Donc là, je sélectionne, on va dire, cette partie-là, ce mur-là. Je vais appuyer sur Apply et ensuite, je vais sélectionner ça, ça. Donc je maintiens la touche CTRL pour sélectionner plusieurs murs en même temps. Et je vais appuyer sur Apply. Donc là, on a étendu la zone de départ du joueur. Et maintenant, je vais sélectionner les parties hautes des nouvelles zones qui ont été créées. Voilà, ici. Et maintenant, dans la partie Extrude, ici, je vais mettre ça à 300. Et je vais appuyer sur Apply. Et donc là, vous avez vu comment on a généré des murs de manière rapide, vraiment en utilisant les outils avancés des Box Brush. Alors maintenant qu'on a créé la géométrie de base de notre level avec la zone safe du joueur, nous allons habiller la map de manière à rendre tout ça un peu plus stylé. Alors sur Unreal Engine, pour habiller les objets, on utilise ce qu'on appelle des materials, donc littéralement des matériaux qui vont permettre de simuler comment la surface d'un objet va interagir avec la lumière. On va pouvoir créer par exemple des choses vraiment très sympas qui simulent des matériaux de la vraie vie, comme par exemple le plastique, le ciment ou des choses comme ça. Donc je vais vous montrer quelques exemples de matériaux ici. On va venir dans le Content, Asset Packs, Starter Content, ensuite Materials, et vous avez là tout un tas de matériaux qui permettent de simuler des matériaux de la vraie vie. Comme par exemple ici, si j'ouvre ça, on a un matériau qui permet de simuler un mur en pierre par exemple. Donc je ne vais pas vous montrer, le but de cette série, ce n'est pas de vous montrer comment créer ces choses-là, donc vous voyez que c'est un gros bordel, des spaghettis on va dire, et on ne va pas apprendre à créer ces choses-là. Si vous voulez un Unreal Banana dédié aux matériaux, n'hésitez pas à me faire signe dans la zone de description, mais je vais juste vous montrer comment les utiliser pour habiller les objets de votre map. Donc un peu plus tard, on va faire un matériau relativement simple, mais peut-être qu'on peut voir de manière plus détaillée comment fonctionnent les matériaux. Donc je vais fermer ça. Et en fait, avec l'outil géométrie, on peut sélectionner un objet. Donc là, je vais venir en mode Edit pour pouvoir éditer la géométrie directement. Et on peut texturer les objets face par face. Donc je sélectionne cette face, je peux lui appliquer un matériau. Mais moi, je vais vous montrer des versions un petit peu avancées pour sélectionner un ensemble de faces en même temps. Donc là, nous allons commencer par texturer le sol de notre map. Donc ici, je vais venir sélectionner toutes les faces qui représentent le sol de la map. Donc je sélectionne là, cette partie-là. Et je vais maintenir la touche CTRL pour sélectionner le sol de la zone de jeu. Donc ici, comment est-ce qu'on fait pour appliquer les matériaux? Donc je vais aller chercher le matériau que je veux dans Content, Asset Packs, Starter Content et Materials. Et donc ici, on va prendre ce matériau-là, M_tech_hex_tile. Donc ce truc-là. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, mais moi c'est ce que je vais prendre pour le sol de ma map. Et comment est-ce qu'on applique un matériau? On va venir ici tout en haut. Vous avez, donc en ayant sélectionné les différentes faces, vous avez Surface Material. Je vais prendre ça et je vais venir glisser là. Hop. Et vous allez voir que le matériau va être appliqué correctement à l'ensemble du sol, sauf cette partie-là, donc la petite jonction. On va la sélectionner aussi, ici, hop, et on va glisser ça là. Donc là, normalement, la jonction, elle est aussi texturée. Vous pouvez voir que c'est un petit peu petit, le motif. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais resélectionner les sols. Hop, celui-là, celui-là. Et ici, vous avez, donc dans la partie Surface Properties, tout en bas, vous avez Scale, UV. Alors, Scale UV, en fait, ça permet de représenter l'échelle, donc la taille de la texture. Donc, on va augmenter cette taille-là. Je vais cliquer sur le petit cadenas et je vais mettre ça à 5. Donc, pareil, le cadenas, il fait exactement la même chose. C'est pour garder la proportionnalité et redimensionner dans les deux sens. Donc là, une fois que j'ai appliqué 5, je vais cliquer sur Apply. Donc là, vous allez voir que le matériau va être plus grand. Ici, pour la jonction, pareil, je vais sélectionner ça. Hop, je vais mettre ça à 5 et 5 et je vais faire un Apply. Donc là, comme vous pouvez le voir, les matériaux ont bien ajouté du volume à notre sol et on a quelque chose d'un peu plus stylé et on a vraiment une impression d'avoir des carreaux, je sais pas c'est quoi comme matériau, peut-être du carbone ou des choses comme ça. Donc vous inquiétez pas, ici on a des soucis avec la jonction, donc libre à vous, peut-être que vous pouvez ajouter un autre matériau histoire de rendre tout ça un peu plus sympa, mais on va pas se soucier de ce genre de choses-là dans cette série-là. Donc là nous allons continuer avec le texturing, donc on va habiller les murs de notre level. Et donc cette partie de la vidéo va me permettre de vous montrer comment faire des sélections avancées d'objets. Donc là, je vais sélectionner un mur extérieur de la zone de spawn du player, ici, et vous avez dans géométrie, là juste en bas, en dessous du matériau, vous avez Select, vous allez choisir Select All Adjacent Wall Surfaces. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va sélectionner tous les murs qui sont adjacents. Donc vous allez voir que là, la sélection a été étendue. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un matériau différemment. Donc là, je vais venir chercher, alors si je ne me trompe pas, c'est le M Metal Chrome. Donc je vais sélectionner ça.
et je vais venir cliquer sur la petite flèche ici. Donc ce qui va se passer, c'est que on va prendre le matériau qui est sélectionné dans le content, et on va appuyer sur la petite flèche et ça va venir appliquer le matériau automatiquement sans avoir besoin de le glisser. Donc là, je sélectionne ça et on peut voir que les murs de la zone de spawn ont été texturés et tous les autres murs qu'Unreal a réussi à trouver. Donc il a quelques soucis pour trouver les autres murs adjacents, mais c'est pas grave, hein, ça me permet de vous montrer d'autres méthodes de sélection. Donc là, je vais sélectionner le haut du mur de la zone de départ du joueur, donc celle-là par exemple, ici. Et ensuite, je vais faire Select All Coplanar Surfaces. Donc le All Coplanar Surfaces, c'est celui-là. Et vous allez voir qu'en gros, ça va sélectionner toutes les faces qui sont sur le même plan. Donc ici, il n'a pas réussi à sélectionner ceux-là, mais c'est pas grave, hein, c'est pareil, ça arrive de temps en temps. Je vais vous montrer d'autres méthodes. Donc là, ici, pour appliquer un matériau, je vais encore vous montrer un autre truc. Vous pouvez cliquer sur la petite flèche et on va taper par exemple Chrome. Et là, on peut choisir le M_Metal Chrome, donc le même matériau, et il va être appliqué ici aussi. Ensuite, troisième méthode. Donc là, je vais prendre un des deux murs ici, donc celui-là. Ici, ce mur-là, je vais cliquer là et je vais faire Select Matching Brush. Et là, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va sélectionner toutes les faces du même brush, donc de la même boîte. Donc cette boîte-là, on va sélectionner toutes les faces et on va y appliquer le même matériau, donc Metal Chrome. Voilà. Donc enfin, on va choisir un dernier truc ici. Par exemple, si je sélectionne cette face-là, admettons que je veux appliquer mon Metal Chrome et que je suis perdu dans la hiérarchie de mon projet. Donc là, je me mets à droite. Je suis perdu dans la hiérarchie de mon projet. Je ne sais plus trop où j'ai placé ce matériau-là pour le glisser. Donc en gros, je vais venir sélectionner un mur qui a été texturé, genre celui-là par exemple. Là, on a le Metal Chrome, on a le matériau que je veux utiliser. Et ben, je vais cliquer sur la petite loupe et ça va me renvoyer sur l'asset directement dans le content. Donc ici, on va trouver l'asset directement dans le bon dossier. Donc là, il ne me reste plus que tous ces murs à texturer et aussi le mur du dessous, donc le sol. Et en fait, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais vous montrer une dernière méthode. En gros, ce que vous avez ici, c'est qu'on n'a pas de matériau vraiment d'appliquer, mais en vrai, pour pouvoir afficher ce petit quadrillage, Unreal applique un matériau par défaut. C'est juste qu'il n'est pas visible ici. Donc là, je vais vous montrer comment sélectionner tous les murs qui n'ont pas été texturés. Et en fait, je vais sélectionner n'importe quel mur qui n'a pas été texturé, ici par exemple, et je vais faire un Select, et là, Matching Material. Donc je clique sur ça. Et en gros, ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre tous les murs, toutes les faces qui ont exactement le même matériau d'appliquer. Et une fois que c'est fait, je prends le Metal Chrome et j'applique ça ici. Donc là, on a réussi à texturer l'ensemble du level. Alors maintenant qu'on a fini de faire la géométrie et d'habiller la géométrie de notre level, on va venir peaufiner un petit peu l'habillage de notre level. Donc je vais fermer le brush editing, on n'en aura plus besoin ici. Et ici, je vais sélectionner les box brush dans le World Outliner, donc tout ce qui correspond à la géométrie de notre level, et je vais stocker ça dans un nouveau dossier. Donc je vais appeler ce dossier-là géométrie, voilà, comme ça au moins on a toute la géométrie du level au même endroit. Ensuite, ici, le SM_Matte Preview Mesh, je vais activer l'œil, comme ça au moins on va pouvoir le revoir ici. Je vais mettre ça en 0, voilà, 0, 0, et 18, je vais laisser tel quel. Ensuite, je vais faire une rotation à 90 en Z ici. Voilà, comme ça au moins il va faire face à la zone de départ du joueur. Et je vais augmenter sa taille. Donc ici, je vais activer le cadenas et je vais mettre ça à 2. 2, ça devrait être potable. Donc comme ça, ici, on a une petite statue, je ne sais pas comment on peut dire ça, au milieu du level, qui va permettre d'habiller un petit peu plus tout ça. Donc là, maintenant que nous avons fait ça, je vais vous montrer comment jouer un petit peu avec les éclairages pour donner un peu l'ambiance qu'on souhaite. Étant donné qu'on va utiliser des lasers dans notre jeu, je vais tamiser un petit peu tout ça, histoire de faire ressortir les lasers et de donner un peu plus de peps à ce qu'on va faire. Donc là, ici, par exemple, si vous sélectionnez ce petit truc-là, on a le Directional Light. Et en fait, ce truc-là va permettre de définir la position du soleil. Donc, si vous regardez cette flèche, elle pointe vers le bas. Et si vous regardez à l'opposé de la flèche, vous pouvez voir qu'on a bien le soleil qui est ici. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer le soleil. Donc, je vais appuyer sur le bouton rotation en sélectionnant le Directional Light. Et je vais faire descendre le soleil. Vous allez le voir, il va apparaître ici. Vous allez voir que du coup, l'atmosphère du jeu se met à jour automatiquement en fonction de la position du soleil. Donc là, je vous ai montré le snapping pour les déplacements tout à l'heure. Ici, on peut changer aussi le snapping pour l'orientation, pour descendre de manière plus précise. Donc je vais désactiver ici le snapping de la rotation. Et vous allez voir qu'on peut descendre le soleil de manière plus précise. Donc là, on a une ambiance un petit peu fin de journée. Ça permet d'ajouter un petit peu de couleur orangée à notre jeu. Et moi, je ne veux pas ça. Je vais emmener le soleil un petit peu par là et je vais le remonter un tout petit peu, juste histoire d'avoir quelque chose d'un tout petit peu tamisé. Donc là, on a une petite ambiance un petit peu plus sombre. Je vais même encore ramener ça un petit peu plus haut. Hop, voilà, tac,
Voilà. Donc à vous de jouer comme vous le sentez. Hein. Ici, j'aime bien cette petite ambiance. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans le auto exposure du post-process volume. Donc dans mon cas ici, je n'ai pas de post-process volume. Je vais venir en ajouter là. Donc place actors, vous allez taper post et vous allez prendre post-process volume. Vous allez glisser ça là. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc ce truc-là, qu'est-ce qu'il va faire en fait le post-process volume? Il va permettre de prendre ce qui est affiché dans la scène et d'appliquer quelques ajustements, comme changer un petit peu la couleur générale pour ajouter du bleu ou des choses comme ça. Et nous, dans notre cas, en fait, on va seulement utiliser le post-process volume pour désactiver l'auto-exposure. Vous allez voir ce que c'est. Donc là, ici, le post-process volume, il a deux manières de fonctionner. Soit l'effet qui est appliqué n'est appliqué que lorsqu'on est dans la boîte. Donc ici, par exemple, admettons, on dit que tout le monde doit être désaturé, donc noir et blanc, par exemple. On va voir le monde noir et blanc seulement si on se trouve dans la boîte. Dans notre cas, on va faire en sorte que les paramètres qu'on va appliquer ici sont appliqués à l'ensemble du level. Donc ici, dans Search Details, ici, je vais taper Exposure. Voilà. Et donc là, ensuite, vous avez le Min Brightness ici. Vous allez cocher sur ces deux cases et vous allez mettre ça à 1. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, j'ai mis le exposure, donc il ne s'est rien passé, c'est tout simplement parce que je n'ai pas mis en mode infini, de manière à ce que ça s'applique à toute la scène. Donc vous allez taper infinite, hop, j'ai pas sélectionné le bon truc, ici, voilà, vous allez taper infinite, unbound, vous allez cocher ça, et là vous allez voir ce qui va se passer, hop, on a la scène qui s'est tout de suite assemblée. Ensuite, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? En gros, l'auto-exposure, c'est l'exposition automatique, je ne sais plus comment on appelle ça en français, mais en gros, c'est l'adaptation de l'œil. Vous voyez, lorsque vous allez lorsque le soir vous vous réveillez pour aller aux toilettes, par exemple, vous allez voir que vous pouvez voir dans le noir. Mais si jamais j'éteins la lumière brusquement, votre œil va prendre du temps avant de s'adapter à la lumière. Et donc ici, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a désactivé cette partie d'adaptation à la lumière. Donc là, si je le désactive, est-ce que ça va faire? Ouais, donc là, j'ai désactivé ça et vous voyez que la scène s'éclaire petit à petit. C'est comme si votre œil était en train de s'adapter à l'éclairage ambiant, histoire de voir le maximum de choses. Donc nous, on va désactiver ça. On n'a pas trop besoin de ça pour le moment. Voilà. Donc on a placé la lumière comme il faut. Et maintenant, on va changer un petit peu les paramètres, histoire de rendre tout ça un petit peu plus visible. Donc ici dans Windows, vous allez venir dans Environnement Light Mixer et en fait ça va vous ouvrir ce panneau là qui représente en gros les différents paramètres de la lumière de votre scène. Donc par différents paramètres de la lumière de votre scène, j'entends par là en fait tout ce qui est contenu dans le dossier Lights. Donc ici on a Directional Light, donc là on a le Sky Atmosphere, le Skylight et etc. Donc là je vais faire quelques petites modifications. Donc dans le Directional Light ici, je vais mettre ça à 1.75. Voilà. Ça va vachement assombrir le tout. Ensuite, le Skylight, je vais mettre ça à 3. Voilà. Le Skylight, en fait, c'est la lumière ambiante, donc la lumière qui est répartie de manière égale dans l'ensemble du monde. Le Directional Light, c'est la couche du soleil, en fait, le soleil qui vient ajouter de l'éclairage par-dessus. Et le Light Color, je vais mettre ça à bleu pour donner une petite couleur un petit peu plus bleutée à l'ensemble. Et donc là, on a bien une scène qui est un petit peu plus sombre. Et je vais même ajouter encore quelques petits paramètres plus précis. Je vais sélectionner le Directional Light, hop, ici. Et je vais encore modifier la position du soleil, histoire d'avoir quelque chose de pas trop sombre. Donc je vais mettre ça à environ 20, ici à moins 20. Voilà, comme ça on a un soleil un petit peu mieux positionné. Et ici, je vais mettre ça à moins 60. Donc là, on a bien l'ambiance voulue. Donc maintenant qu'on a fini de créer le level de notre jeu, donc là, le level va ressembler à ça. Et l'avantage, c'est que du coup, lorsqu'on va lancer des lasers, on va donner un effet un petit peu lumineux et ça va faire ressortir les lasers. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va définir cette map comme étant la map par défaut de notre jeu. Donc ici, je vais venir dans Edit, Project Settings, et là, vous allez venir dans Maps and Modes, et vous allez sélectionner dans Editor Startup Map et Game Default Map, vous allez sélectionner le Main Map. Donc Main Map, c'est ce qu'on a fait, c'est la map sur laquelle on est. Si vous ne vous rappelez pas du nom de la map que vous avez donné, vous pouvez venir ici, vous regardez ça, et il y a écrit ici Main Map. Donc c'est bien le nom de la map qu'on a donné. Et donc qu'est-ce qu'on vient de faire? En gros, ici, Editor Startup Map, c'est la map qui va s'ouvrir par défaut lorsqu'on va lancer le projet. Et Game Default Map, c'est à la fin, lorsqu'on va créer l'exécutable de notre projet, et ben c'est cette map-là qui va être ouverte par défaut. Alors pour info, je prépare ma toute première formation, payante cette fois-ci, dans laquelle je vais aborder un sujet qui n'a quasiment jamais été traité sur Unreal Engine. Je ne vous en dis pas plus, mais en attendant, pour ceux d'entre vous qui veulent être avertis parmi les premiers lorsque cette formation sera disponible ou lorsque nous en aurons plus à vous dire sur le sujet, n'hésitez pas à rejoindre la mailing list en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la zone de description ci-dessous. C'est tout pour cette vidéo. Dans la suite de cette série, on va créer notre premier blueprint. Mais avant ça, dans le prochain épisode qui va apparaître ici une fois qu'il sera disponible, je vais vous présenter les bases du framework d'Unreal Engine. Pour ma part, je vous dis à très vite. C'était Evans. Allez,
ciao. Et là, on a fait en sorte qu'il puisse fonctionner avec un... Cliquez sur l'onglet et placez ça là où bon vous semble, ou n'importe où, là où ça vous chante. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Je crois que je vais recommencer. Y, c'est l'axe Y. Donc, voilà. Mais ça veut rien dire. Mais je dis Y, c'est l'axe Y. Je crois que ça veut rien dire. Attends, je vais changer.